Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 26 septembre 2025 et notre ami, l'ambassadeur Chas Freeman, est de retour parmi nous. Bienvenue à nouveau, monsieur l'ambassadeur. Heureux d'être avec vous, Nima. Ambassadeur, parlons de l'ONU et du discours de Donald Trump à l'ONU. Il critiquait, il amplifiait de nombreux sujets, même des sujets mineurs dont il parlait. Comment avez-vous perçu sa manière de communiquer avec le monde? Eh bien, je ne pense pas qu'il s'adressait aux personnes présentes dans la salle. Il prononçait un discours de campagne politique à usage interne. Il vit dans une bulle. Personne autour de lui n'est prêt à lui dire la vérité. On lui dit ce qu'il veut entendre. Donc il pense, vous savez qu'ils disent tous qu'il est le meilleur orateur depuis Démosthène dans la Grèce antique, et que c'était un discours merveilleux et ainsi de suite. Mais les gens dans la salle, pendant ce temps, envoyaient des textos. Et j'ai vu certains de ces messages disant « Cet homme est complètement fou. Il est insensé. Comment les Américains peuvent-ils ne pas s'en rendre compte ?» Sa base aux États-Unis croit à beaucoup de choses qu'il a dites, qui sont presque toutes, sans exception, erronées, pleines d'erreurs, incorrectes. Et je ne pense pas qu'il reçoive le moindre éloge pour des choses comme décrire le changement climatique comme une arnaque, une escroquerie. Le contraste avec Xi Jinping de Chine ne pourrait pas être plus frappant. The contrast with Xi Jinping of China could not be starker. China has just announced a reduction. La Chine vient d'annoncer un plan de réduction des émissions mondiales de gaz. Ce n'est pas suffisant pour nous sauver tous du réchauffement climatique, mais c'est la première fois que quelqu'un fait vraiment cela. Et donc, les gens s'en plaignent comme étant insuffisant, mais c'est déjà quelque chose. Pendant ce temps, Trump et les États-Unis continuent simplement le développement des énergies fossiles et ne font rien contre le changement climatique, qu'ils nient d'ailleurs. Je pense que la seule intervention qui a été plus mal accueillie que la sienne, et au moins les gens sont restés assis et ont écouté son discours en silence, c'est celle de Netanyahou aujourd'hui. Tout le monde a quitté la salle pendant l'intervention de Netanyahou. Il s'est essentiellement levé pour menacer de bombarder et de tuer tout le monde dans la région, s'est vanté d'avoir renversé des régimes, d'avoir assassiné des hauts responsables. Il a dit, vous savez, j'ai tué le premier ministre du Yémen, et ainsi de suite. C'est donc une période vraiment étrange aux Nations Unies et dans le monde en général. J'en ai bien peur. Il se vantait littéralement de la capacité d'Israël à assassiner d'autres dirigeants, en Iran, au Yémen, en Égypte. Le Liban. Il confirme en substance le consensus grandissant selon lequel Israël est une entreprise entièrement maléfique, dépourvue de toute moralité, certainement rien qui ressemble à la morale juive. Et cela soulève vraiment la question de savoir si le monde peut tolérer indéfiniment un pays de ce genre. Oui, voici l'ambassadeur Worth. Il y a eu une interview avec l'envoyé américain, l'envoyé de Trump au Moyen-Orient, Tom Barrack. Il parle de l'issue finale au Moyen-Orient dans le cas de la Palestine et d'Israël. J'espérais que vous n'alliez pas poser cette question parce que je n'en sais rien. Je ne pense pas que qui que ce soit le sache. Écoutez, la fin du jeu, quand on parle de paix, c'est une illusion. Il n'y a jamais eu de paix. Il n'y en aura probablement jamais, parce que tout le monde se bat pour la légitimité. Au final, quelqu'un veut la domination, ce qui signifie que quelqu'un doit se soumettre. Dans cette région du monde, se soumettre, il n'y a pas de mot arabe pour se soumettre. Ils n'arrivent pas à concevoir la soumission. Donc au final, la prospérité est la seule réponse. Eventually, prosperity is the only answer. He's basically describing Israel
Il décrit essentiellement Israël comme voulant que tout le monde dans la région se soumette à elle. Il est bien sûr absurde qu'il n'y a jamais eu de paix au Moyen-Orient. Il y a eu une longue période de paix au Moyen-Orient, par exemple sous l'Empire ottoman, qui était une société permettant à divers groupes religieux et ethniques de vivre côte à côte en paix. Cela a été brisé par le colonialisme européen, suivi de l'effondrement de l'Empire ottoman et de l'émergence du nationalisme turc, du massacre d'un grand nombre d'Arméniens, de la guerre gréco-turque, et ainsi de suite. Et en Terre Sainte, l'arrivée de juifs nationalistes ethniques d'Europe de l'Est sous la bannière sioniste. Je pense donc que la vision de l'histoire de M. Barak est assez limitée. Et il est, je crois, également très regrettable que le représentant des États-Unis dans la région n'ait aucune vision pour la paix. Mais permettez-moi de faire un autre point, à savoir que nous venons de voir 80% des pays du monde reconnaissent un État palestinien qui n'existe qu'en fiction. Le bénéficiaire de cela n'est pas le peuple palestinien, mais l'autorité palestinienne et consort. Et cette autorité est aujourd'hui largement considérée par les Palestiniens comme corrompue et illégitime. Elle n'est pas issue d'une élection. Le Hamas a remporté la dernière élection en Palestine, pas le Fatah, qui constitue la base de l'autorité palestinienne. Il s'agit d'un régime de collabo. C'est un régime qui collabore avec l'occupation en Palestine. Et le monde vient de le reconnaître. Donc avant que ceux qui espèrent l'autodétermination palestinienne n'expriment une quelconque joie face à ce qui vient de se passer, nous devrions réaliser que le monde a essentiellement donné du pouvoir à un collaborateur illégitime de l'occupation pour continuer à collaborer. Tuombre. Ce dont il parle, c'est de la domination. Et je pense que ce qui se passe actuellement dans le monde avec les BRICS, avec la Chine, avec la nouvelle attitude des BRICS, on ne voit pas ces pays chercher à dominer. Ils veulent des partenaires. Ils veulent de meilleures relations. Mais malgré tout, dans le cas de Tom Barak et de ces gens-là, il est malade. Il considère que la domination est le but ultime. Oui, je pense que c'est exact. Et cela reflète les instincts du président, le président Trump. Je veux dire, il a simplement exigé la base aérienne de Bagram, qu'il imagine avoir été construite par les États-Unis. En réalité, elle a été construite par l'Union soviétique pendant son occupation de l'Afghanistan. Il veut cela afin de pouvoir mener des attaques et collecter des renseignements sur tout le monde, de la Chine à la Russie, en passant par l'Iran, le Pakistan, et ainsi de suite. C'est de la domination. Et M. Barak a totalement tort. Il existe un proverbe arabe, j'ai oublié l'arabe, mais je me souviens de l'anglais, qui dit « Embrasse la main que tu ne peux pas mordre ». En d'autres termes, si tu dois te réconcilier, flatter et être un sycophante pour servir tes propres intérêts, fais-le. Il existe donc une tradition de soumission au pouvoir dans la région qui est très forte. Et je pense que le fait qu'il soit assis en Turquie, comme il le fait en tant qu'ambassadeur américain à Ankara, et qu'il discute de la soumission du Liban à Israël, de la reddition du Hezbollah, il a tout à fait raison. Le Hezbollah ne va pas se rendre, il ne va pas se soumettre. La Syrie s'est en gros soumise. Shara ou Angelini, comme on l'appelait lorsqu'il était un leader avoué d'Al-Qaïda, a déclaré ouvertement que la Syrie craint Israël et souhaite coopérer avec lui. Et elle n'a absolument rien fait concernant l'occupation israélienne de certaines parties de la Syrie et le début d'un pôle d'annexion. Netanyahou a déclaré que le retrait de la zone occupée par les Israéliens en Syrie, cette idée est une plaisanterie. Il n'a aucune intention de le faire. Et pourtant, l'Occident a adopté Al-Shara comme le dirigeant légitime de la Syrie. Pendant ce temps, en Syrie, ses partisans, Al-Qaïda et d'autres membres de son entourage
sont activement en train d'assassiner des Alaouites, des Druzes et d'autres groupes, y compris des chrétiens qui ne sont pas en accord avec leur vision salafiste de l'islam. Ce n'est donc pas un tableau reluisant, mais parler de soumission est probablement assez juste. Dire qu'il n'existe pas de mot en arabe pour cela est évidemment complètement faux. Il est clair qu'Ansar Allah, les Houthis, ne comprennent pas comment se soumettre. C'est très clair. Et ils ne se sont pas soumis. Et tandis que Netanyahou se vantait du nombre de régimes qu'il avait renversés et des dégâts qu'il avait infligés à Ansar Allah, etc., Ansar Allah a frappé Eilat avec un missile qui a blessé 20 Israéliens. Personne n'a été tué, je crois. Mais il n'abandonne pas le combat. Et je ne pense pas que quiconque d'autre le fera. Ori times musulman så steg det rithas PDU. Bien sûr. Je me souviens très bien d'une conversation avec le chef de la Ligue musulmane mondiale à Jeddah lorsqu'il y a eu un incident en Algérie impliquant le détournement de fonds que la Ligue musulmane mondiale avait fourni. Ils étaient censés servir à construire une mosquée, mais ont finalement été utilisés pour acheter des armes à l'armée républicaine irlandaise, l'IRA. Je suis donc allé le voir et je lui ai demandé quel type d'audit ils effectuaient sur leurs dons. Et il m'a expliqué qu'en arabe, dans la culture arabe, et c'est tout à fait vrai, si l'on fait un don, on ne doit pas suivre la façon dont il est utilisé. Sinon, ce n'est plus un don. Mais ensuite, je lui ai posé précisément la question que vous avez évoquée à propos du terme « musulman » qui signifie quelqu'un qui se soumet à Dieu. L'islam signifie effectivement soumission. Je lui ai donc demandé qui était le meilleur musulman qu'il ait jamais rencontré. Et il m'a répondu que c'était un juif. C'était un homme vraiment pieux qui régulait toute sa vie en fonction des préceptes de la tradition judéo-chrétienne et islamique. Donc oui, c'est exact et c'est un point utile à souligner. Monsieur l'ambassadeur, vous avez évoqué le cas du Liban. Et Tom Brock pense que l'objectif principal pour le Liban serait d'armer le gouvernement pour qu'il combatte son propre peuple. Nous ne les armons pas pour qu'ils nous combattent. Nous les armons pour qu'ils combattent leur propre population. Avec ce qui s'est passé, lorsqu'on voit Al-Jolani venir à l'ONU et que les Libanais observent ce qui se passe en Syrie, pensez-vous qu'ils vont tomber dans le même piège? Non, je ne le pense pas. Je veux dire, le Liban est un pays tout comme la Syrie, très complexe, avec de multiples divisions religieuses et ethniques. Le Liban a été initialement établi par les Français, détaché de la Grande Syrie, Bilad al-Sham, comme on l'appelle en arabe, et conçu comme une enclave gouvernée par les chrétiens. Parce qu'à cette époque, la démographie du Liban permettait de gérer les choses de cette manière dans cette partie de la Grande Syrie. Mais bien sûr, la démographie a changé. Le Liban est aujourd'hui une société à majorité chiite, les chrétiens sont une minorité relativement plus petite, et les sunnites sont une minorité. Donc la politique confessionnelle conçue par les Français, qui devait gouverner le Liban, ne fonctionne vraiment plus aujourd'hui. Et dans ce contexte, parler de l'armée libanaise comme étant capable de contrôler le Liban relève du rêve. Le Hezbollah représente la grande majorité de la population chiite, pas tous certes, et il possède une légitimité qu'on ne peut nier. Donc, lorsque Barak et le gouvernement américain se rendent au Liban et disent « Eh bien, vous devez désarmer le Hezbollah, puis armer l'armée libanaise », il faut rappeler que l'armée libanaise n'a jamais défendu le Liban contre Israël, qui est son principal défi. Elle n'a pas non plus défendu le Liban contre la Syrie, lorsque celle-ci a occupé le pays, comme ce fut le cas pendant un certain temps sous Hafez al-Assad, le père de Bachar al-Assad. Tout cela est donc très irréaliste, et cela aligne les États-Unis avec la minorité au Liban plutôt qu'avec la majorité. Par conséquent, cela n'est probablement pas viable.
Rembrandt pouvait être réalisé. It probably is not sustainable, even if it could be achieved. I don't know, in the history of the UN, we have a case like Je ne sais pas si dans l'histoire de l'ONU, nous avons déjà eu un cas comme celui que nous avons avec Al-Julani al-Shara de Syrie. Il est littéralement l'un des dirigeants d'Al-Qaïda en ce moment, et la façon dont il l'accueille aux États-Unis à l'ONU est en quelque sorte incroyable, monsieur l'ambassadeur. Même lorsque nous avions le général Petraeus, la manière dont il essaie de présenter Al-Julani et son régime comme une nouvelle démocratie en train d'émerger en Syrie est stupéfiante. Et voici ce qu'il a dit. C'est incroyable d'observer ce qui se passe avec le cas d'Al-Julani. Et vous personnellement, comment tenez-vous face à toute cette pression? Trouvez-vous le temps de réfléchir un peu? Dormez-vous suffisamment la nuit? Encore une fois, je suis passé par là et c'est vraiment, vraiment difficile. Et vos nombreux admirateurs dont je fais partie, nous avons des inquiétudes. C'est très, très réconfortant et éclairant. Votre vision est puissante et claire. Votre attitude elle-même est également très impressionnante. Donc, encore une fois, au nom de tous ici présents et de tous ceux qui nous regardent à distance, nous vous remercions d'avoir partagé votre vision aujourd'hui. Nous vous souhaitons force et sagesse pour le travail difficile qui vous attend. Nous espérons évidemment votre succès, Inch'Allah, car au bout du compte, votre réussite est la nôtre. Je pense donc qu'il faut se rappeler le contexte ici. Le général Petraeus fait évidemment partie de ce contexte. En 2011, lorsqu'une révolte financée par les États arabes du Golfe a éclaté dans le sud de la Syrie, le gouvernement Assad a réagi de manière très stupide, avec un usage excessif de la force. Cela a déclenché une orgie de conflits civils en Syrie. Les États-Unis ont dépensé 5 milliards de dollars pour tenter de créer ce qu'ils appelaient des djihadistes modérés afin de renverser le gouvernement Assad. Eh bien, l'idée d'un djihadiste modéré est assez étrange. Au début, les personnes que la CIA américaine et l'armée formaient dans des endroits comme l'Arabie saoudite et la Jordanie, lorsqu'elles franchissaient la frontière, faisaient en gros défection au profit d'Al-Qaïda. Et, vous savez, Al-Julani venait du nord de la Syrie, qui était sous contrôle djihadiste. Mais il bénéficiait du soutien d'Israël, de la Turquie et des États-Unis contre le gouvernement Assad, qui était soutenu par les Russes et l'Iran. Et à la fin, il a réussi à prendre Damas et à chasser Bachar al-Assad. Mais il ne fait aucun doute qu'il s'est rendu coupable de décapitation, qu'il incarnait effectivement les pires pratiques de l'islam salafiste. Et le qualifier aujourd'hui de démocrate, simplement parce qu'il l'affirme, est tout à fait remarquable. Je veux dire, il est bien sûr possible que des gens se repentent de leurs péchés et tournent la page dans leur vie. Ce n'est pas impossible. Mais les faits sur le terrain ne soutiennent pas l'idée qu'il s'agit d'une démocratie naissante, ni qu'elle est tolérante, ni qu'elle contrôle effectivement le territoire syrien, ni qu'elle a produit un gouvernement intégré. Je pense que les Kurdes restent en dehors du cadre des forces armées syriennes, et les Israéliens complotent activement avec la population druze et les Kurdes pour démanteler la Syrie. Et voici Al-Julani honoré comme le sauveur de la Syrie à New York. Assez remarquable, comme vous l'avez dit. Je pense qu'une grande partie de ce qui s'est passé en Syrie était à l'origine le fait du gouvernement du Qatar et du gouvernement de l'Arabie saoudite, encouragé par Bandar Ben Sultan, le fils de l'ancien ministre de la Défense et pilote de chasse, avec une approche très agressive du changement de régime dans la région. Ainsi, les États-Unis ont été complices de tout cela. Et je suppose donc que nous ne devrions pas être si surpris que des personnes qui y ont réellement été complices, comme le général Petraeus,
se manifestent aujourd'hui pour tenter de béatifier et de sanctifier cet ancien djihadiste. Je sais que djihadiste, je ne devrais peut-être pas utiliser ce mot car il n'est pas forcément négatif, mais un islamiste politique de la mouvance salafiste. Très cruel, tout aussi cruel qu'Israël l'est envers les Palestiniens. Ils ont été tout aussi cruels envers quiconque n'était pas de leur obédience religieuse particulière, très anti-iranien, et fortement influencé par Israël et par les Turcs, ainsi que par les États-Unis. Donc c'est un imbroglio complexe. Et vous savez, effacer tout cela et accorder des éloges à Julani est tout à fait extraordinaire. Donald Trump a déclaré qu'il n'allait pas laisser Israël annexer la Cisjordanie. Il a discuté avec des dirigeants arabes ainsi qu'avec le président turc Erdogan. Et il y a seulement quelques heures, il a affirmé être optimiste quant à la conclusion d'un accord au Moyen-Orient. Voici ce qu'il a dit. Nous pourrions avoir un accord sur Gaza, et nous sommes très proches d'un accord sur Gaza. Bonjour Peter. Ce sera comme si nous avions un accord sur Gaza. Je pense que c'est un accord qui permettra de récupérer les otages. Ce sera un accord qui mettra fin à la guerre. Ce sera un accord qui apportera la paix. Je pense que nous avons un accord. Ce sera le 8e, Peter. Voici ce qu'a dit Netanyahou, monsieur l'ambassadeur, à l'ONU. Message à ces dirigeants occidentaux. Israël ne vous permettra pas de nous imposer un État terroriste. Nous ne commettrons pas un suicide national simplement parce que vous n'avez pas le courage de tenir tête à des médias hostiles et à des foules antisémites réclamant le sang d'Israël. Cela ne ressemble pas vraiment au genre d'accord que qui que ce soit souhaiterait, n'est-ce pas? En fait, simultanément, quel est l'accord concernant Gaza? Tony Blair a été nommé gouverneur de Gaza pour 5 ans. Aucun Palestinien n'a besoin d'être impliqué dans cela. C'est entièrement une entreprise coloniale. Le projet de complexe touristique à Gaza, auquel Tony Blair a manifestement joué un rôle majeur dans l'élaboration, est pleinement en vigueur. Donc, ce dont nous parlons ici, c'est de nettoyage ethnique, une continuation du génocide. Et je ne pense pas qu'au final cela résolve quelque problème que ce soit. Vous savez, les Juifs du monde, à tort ou à raison, croyaient avoir été chassés de Palestine par les Romains. En réalité, il n'y a pas beaucoup de preuves de cela. Mais quoi qu'il en soit, les Juifs ont été dispersés à travers le monde occidental et le monde arabe, pendant 2 millénaires. Mais ils n'ont jamais abandonné leur désir et leur aspiration à retourner en Palestine. Maintenant, ils y sont. Qu'est-ce qui vous fait penser que les Palestiniens expulsés de Palestine seront différents? Israël crée une menace pour lui-même qui pourrait durer jusqu'à sa destruction. Je ne vois donc pas d'accord possible qui soit acceptable pour qui que ce soit. C'est un promoteur immobilier qui parle, pas un diplomate, pas quelqu'un qui reconnaît le besoin d'autodétermination palestinienne ou qui se concentre sur la paix plutôt que sur l'expulsion des populations et le retour des otages. Bien sûr, le retour des otages est ce sur quoi tout le monde en Israël se concentre. Et c'est aussi ce sur quoi Donald Trump se concentre. Pas sur les droits des Palestiniens, pas sur le droit international, pas sur la fin du génocide, pas sur la fin du nettoyage ethnique. Et quand il dit qu'il va empêcher Israël d'annexer la Cisjordanie, je pense qu'il faut prendre cela avec un énorme grain de sel. Car nous avons déjà entendu des présidents faire ce genre de déclaration. George W. Bush avait dit qu'il empêcherait Israël d'entrer à Jénine, le camp de réfugiés palestiniens en Cisjordanie, et les Israéliens n'en ont pratiquement pas tenu compte et ont fait ce qu'ils voulaient. I think Netanyahu fully intends to go forward.
Je pense que Netanyahou a pleinement l'intention d'aller de l'avant avec l'annexion de la Cisjordanie. Il n'est pas vraiment dissuadé de manière efficace, même pas par des pays comme les Émirats arabes unis, où des responsables anonymes disent que même s'il le faisait, cela ne conduirait pas à une rupture des relations diplomatiques avec Israël. Alors, sur quoi reposent les accords d'Abraham? Ils étaient censés suspendre l'activité de colonisation et l'expansion par Israël en attendant un règlement de la question de l'autodétermination palestinienne. Israël a ignoré tout cela. Donc franchement, je ne vois aucune raison d'être optimiste à ce stade. J'aimerais me tromper. Nous avons reçu le chef du Conseil national de sécurité iranien. Il a déclaré que, dans le cas de l'AEA, les pays européens avaient proposé de retirer le mécanisme de snapback si l'Iran coopérait avec l'AEA. L'Iran a accepté et a tenté de négocier. La Russie est venue avec un plan proposant un report de 6 mois du snapback afin de rendre les négociations encore plus viables à l'avenir. L'Iran a alors accepté la suggestion de la Russie. Les pays européens l'ont rejeté. Ils ont dit que les États-Unis devaient en faire partie. L'Iran a répondu que si les États-Unis voulaient participer aux négociations, alors il faudrait revenir à la négociation du JCPOA avec tous les pays impliqués, la Chine, la Russie, les pays européens, ainsi que les États-Unis et l'Allemagne. Les Européens n'ont donc pas apprécié cela. Il me semble donc que les Européens ne sont pas intéressés par un accord avec l'Iran. Ils veulent apaiser le président Trump. Je veux dire, rappelons-nous que même si les Européens justifient le recours au snapback au motif que l'Iran ne respecte plus le JCPOA, en réalité, c'est les États-Unis qui ont déchiré le JCPOA, pas l'Iran. Et l'Iran a commencé très progressivement à s'écarter du JCPOA. Donc je pense qu'en fait, le développement bien plus significatif, Nima, dans le cas de l'Iran, c'est que, comme je l'avais prédit, les politiques de pression maximale, les mêmes politiques qui ont poussé la Corée du Nord à développer un ICBM capable de frapper New York et Washington, se sont reflétées dans le développement iranien d'un ICBM. Apparemment, un ICBM a été testé par l'Iran il y a environ une semaine. Et bien sûr, tous les détails ne sont pas présents. Ce missile balistique intercontinental pourrait, si les scrupules religieux iraniens étaient abandonnés, le président Pezeshkian a promis que cela n'arriverait pas, mais au final, l'intérêt national pourrait pousser le Conseil de discernement en Iran à autoriser le développement d'ogives nucléaires pour équiper ces missiles. Ainsi, l'idée sur laquelle les États-Unis ont fondé une grande partie de leur politique, à savoir que nous avons les mains libres, que l'Iran ne peut pas nous frapper, que nous pouvons frapper l'Iran, est sur le point de devenir fausse. Et cela illustre les limites, pour revenir aux commentaires de Tom Barrack sur la soumission, des politiques qui exigent la soumission de pays étrangers. Certains pays ont la fierté et la volonté de ne jamais se soumettre, et je pense que l'Iran en fait partie. Monsieur l'ambassadeur, pensez-vous qu'au final, les États-Unis forceraient l'Iran dans cette direction? Parce que je ne vois aucune issue. Ils essaient de tout faire. Quand on regarde le nouveau gouvernement en Iran, ils essaient de tout faire. Ils essayent de négocier avec les Européens, avec la Russie, la Chine, et d'une certaine manière, en coulisses, ils n'en parlent pas, mais en coulisses, ils discutent aussi avec les États-Unis. Mais on ne voit pas beaucoup de progrès. Ils n'avancent pas. Ils ne progressent pas. Il n'y a pas de véritable réponse. Je veux dire, vous avez mentionné que les Russes tentaient d'aider l'Iran. Et d'après ce que j'ai compris, ce qu'ils ont proposé, c'est de prendre en charge l'uranium enrichi à 60% et de le transformer en combustible afin qu'il ne soit plus à un niveau pouvant facilement être converti en armes. C'était une suggestion très constructive. L'Iran l'a apparemment acceptée, et pourtant rien ne s'est passé.
Donc la question est, de quoi s'agit-il vraiment? Tout d'abord, il n'y a toujours aucune preuve que l'Iran ait effectivement pris la décision de fabriquer une arme nucléaire. Le président Pezeshkian a déclaré que ce n'était pas le cas et que cela ne le serait pas. Je ne vois pas pourquoi il serait moins crédible que le Premier ministre Netanyahou sur ce sujet. Et donc, vous savez, Israël a développé clandestinement une capacité nucléaire. Il possède, je crois que certains disent, 90 ou 100 ogives of stone Grods. Warheads stored in Israel. The Iranians have just published a lot of information about. Les Iraniens viennent de publier beaucoup d'informations sur le fonctionnement du système à Dimona qui a produit ces ogives. Ils en savent donc manifestement beaucoup et agiront probablement en conséquence lorsque Israël les attaquera à nouveau, ce qu'Israël a clairement l'intention de faire. Bien qu'il n'y ait pas de paix, vous savez, la paix, c'est la paix. Les gens parlent de paix et imaginent une situation très idéaliste qui n'existe probablement qu'au paradis. Mais ce qu'est la paix, c'est un ordre stable, suffisamment acceptable pour quiconque a la capacité de le renverser, afin qu'il ne tente pas de le faire. Voilà ce qu'est la paix. Il doit donc y avoir un élément de justice pour qu'elle soit viable. Et les exigences imposées aux pays d'Asie de l'Ouest, la Syrie, le Liban, les Palestiniens, l'Iran, Israël et les États-Unis, ne sont tout simplement pas justes. Elles sont injustes, et il n'est pas surprenant, à mon avis, qu'elles suscitent la résistance plutôt que l'acceptation. Pendant l'élection, nous avons constaté que de nombreuses personnes étaient mécontentes du Parti démocrate et de ses décisions, car leur vision vis-à-vis d'Israël posait problème pour ces personnes. L'aile gauche du Parti démocrate. Elle n'était pas satisfaite de ces décisions. Nous observons la même tendance au sein de la base républicaine, la base de Donald Trump. Ces personnes ne sont pas satisfaites de Netanyahou et du fait qu'il puisse faire tout ce qu'il veut avec les États-Unis et obtenir tout ce qu'il souhaite des États-Unis. Et voici ce que Tucker Carlson a dit à propos de Netanyahou et de son pouvoir. Je ne possède pas le pays, mais je suis actionnaire du pays. Je suis américain et vous ne pouvez pas utiliser mon pays comme un produit jetable. Ce n'est tout simplement pas possible. Je veux dire, Bibi se promène, c'est un fait. Je ne fais pas de suppositions à ce sujet parce que j'ai parlé à des gens à qui il l'a dit. Il se promène au Moyen-Orient, dans sa région et dans son propre pays et il dit aux gens, sans détour, il l'affirme, je contrôle les États-Unis. Je contrôle Donald Trump. Il dit ça. Et encore une fois, je ne fais absolument aucune supposition. C'est un fait. Et je les mets au défi de dire que ce n'est pas vrai. Parce que c'est vrai. Et ils le savent. Donc je suis américain. Comment pensez-vous que ça me fait sentir? Même si je n'avais pas voté pour Trump, ce que j'ai fait, je l'ai fait, mais j'ai fait campagne pour Trump. Mais même si c'était Joe Biden, je suis américain. On ne peut pas nous traiter comme ça. C'est trop humiliant. Je ne peux pas supporter ça et je ne devrais pas avoir à l'accepter. C'est un pays de 9 millions d'habitants. Je n'attaque même pas le pays. J'attaque mes dirigeants qui permettent que ma nation de 350 millions d'habitants soit contrainte de faire des choses qui sont mauvaises pour moi et mes enfants à cause d'un autre pays. C'est une violation de l'accord le plus fondamental que nous avons avec nos dirigeants, à savoir, représentez-nous, s'il vous plaît, au moins la plupart du temps. Et ils ne le font pas. Vous comprenez le ton. Et oui, non, en fait, vous savez, ce n'est rien de nouveau. Je me souviens, je vais juste vous raconter une histoire. J'étais le principal secrétaire d'État adjoint. Pour l'Afrique. Et bien que je me sois principalement concentré sur la résolution de la question de l'indépendance de la Namibie et de l'Angola, le retrait des troupes cubaines d'Angola, j'ai également fait d'autres choses. Parmi les missions qui m'étaient confiées, en tant que politique, figurait la médiation des relations israéliennes avec les pays africains. Les États-Unis disposaient d'un peu d'argent
provenant de l'Agence américaine pour le développement international, paix à son âme, pour soutenir les activités israéliennes, telles que des programmes d'échange scientifiques, mais aussi, par exemple, pour fournir des gardes du corps à des dictateurs et ce genre de choses. Et j'ai mené cela avec beaucoup de succès. And so I did this very successfully. And the end of my time. À la fin de mon mandat, après l'élection de 1988, lorsque George H.W. Bush a été élu pour succéder à Ronald Reagan, mon interlocuteur israélien, le numéro 2 de l'ambassade d'Israël, avec qui j'avais travaillé de très près et que j'appréciais vraiment, m'a invité à déjeuner dans un restaurant à Georgetown. Et pendant le déjeuner, il m'a demandé « Qu'est-ce que tu veux faire dans la nouvelle administration Bush ?» Et j'ai répondu « Je n'en sais rien. » Et il a dit « Eh bien, quand tu auras décidé, fais-le nous savoir. Nous pouvons l'obtenir pour toi, quoi que ce soit. » Et j'ai eu envie de sauter par-dessus la table et d'étrangler cet homme précisément pour la raison qui met Tucker Carlson en colère à ce sujet, parce que c'est humiliant. Because this is humiliating. Anybody with any national pride. Toute personne ayant une fierté nationale serait offensée par ce que Netanyahou et les Israéliens font à notre pays. Et j'ajouterai ici que je trouve très étrange qu'avec tout le tapage autour de l'ingérence présumée de la Russie dans les élections américaines et des tentatives d'influence, personne ne parle de la manipulation la plus flagrante et la plus ouverte de nos élections, à savoir celle d'Israël. Je veux dire, M. Netanyahou, entre autres, est un maître manipulateur. Et Tucker Carlson a tout à fait raison. Il se vante de pouvoir manipuler les États-Unis, de pouvoir nous contrôler, de pouvoir nous faire servir les intérêts d'Israël, et il n'a absolument aucun intérêt pour nos propres intérêts. Je pense que vous avez tout à fait raison. La gauche peut s'opposer à la relation avec Israël en raison des graves violations des droits de l'homme commises par Israël, de son opposition au droit international et de ses politiques totalement amorales. Mais la droite s'y oppose parce qu'il s'agit d'une humiliation nationale d'être subordonné à un pays plus petit qui, en gros, achète le gouvernement américain avec des dons de campagne et des moyens de pression. Vous savez, la fameuse expression « le Congrès américain est un territoire occupé par Israël » me vient à l'esprit. On pourrait tout aussi bien l'être. Cela exaspère de nombreux Américains, et ils sont de plus en plus nombreux, tant à gauche qu'à droite, peut-être pour des raisons légèrement différentes. Mais Israël est en train de perdre le soutien des États-Unis, ce qu'il ne peut pas se permettre. Netanyahou a commencé par faire des relations avec Israël, qui avaient toujours été bipartites, une question partisane, de sorte que les républicains soutiennent la relation et que les démocrates s'y opposent. Nous en sommes maintenant à un point où seulement 6 à 8% des démocrates approuvent la relation avec Israël et un peu moins de la moitié des républicains. Mais ce groupe se réduit pour les raisons mêmes que le Dr. Carlson a énoncées. Donc je pense que vous avez tout à fait raison, et je ne comprends pas pourquoi il s'agirait d'une politique rationnelle pour Israël d'agir ainsi. Et je conclurai simplement en disant qu'il y a 2 précédents dont les Israéliens devraient être conscients. 2 royaumes chrétiens ont été établis en Palestine au Moyen Âge par les croisés. Et chacun n'a duré que moins de 100 ans parce qu'ils ont perdu le soutien des puissances extérieures qui les avaient soutenus. Eh bien, Israël est en train de perdre le soutien des États-Unis, qui l'ont soutenu et protégé diplomatiquement aux Nations Unies, l'ont armé jusqu'aux dents, ont non seulement permis ses méfaits, mais y participent désormais activement. Cela pourrait donc être fatal pour Israël, vraiment, et je ne comprends pas pourquoi les Israéliens applaudiraient cela, mais apparemment, certains le font. Ambassador, we had a report on
Monsieur l'ambassadeur, nous avons lu dans le Washington Post que Pete Hex a déclaré avoir une réunion urgente avec des centaines de généraux et d'amiraux. Lorsqu'on voit une réunion d'une telle ampleur et importance, à laquelle tout le monde est convié, pensez-vous que la question principale porterait sur le cas du Venezuela ou sur celui du Moyen-Orient? No. Or even No. the Middle East. I don't think this is a foreign policy issue. I think it's a Je ne pense pas qu'il s'agisse d'une question de politique étrangère. Je crois que c'est un enjeu politique intérieur. Et le seul précédent dont j'ai connaissance pour un événement similaire est des plus malheureux. En 1934, le haut commandement allemand, le ministre allemand de la Défense, a réuni tous les généraux allemands d'une manière très similaire à ce que propose Pete Hegseth. Le but était de leur faire signer un serment de loyauté personnelle à Adolf Hitler, au Führer, au lieu du serment qu'ils avaient prêté à l'origine, qui était envers la République de Weimar. Donc cela pourrait avoir un lien avec la loyauté, qui est le thème principal de l'administration Trump. C'est-à-dire qu'ils ne semblent manifestement pas s'intéresser à la compétence lorsqu'il s'agit de nominations. Ils écartent les personnes qu'ils considèrent comme contredisant les opinions du président. Peut-être s'agit-il simplement d'un avertissement adressé à tous les officiers généraux, ces généraux de brigade et contre-amiraux de première classe, qui sont le grade le plus bas des officiers généraux, ainsi qu'aux généraux 4 étoiles. Peut-être s'agit-il simplement d'une réunion pour leur passer un savon au sujet de la loyauté envers le président Trump. Mais je ne pense pas qu'il y ait la moindre preuve que cela ait quoi que ce soit à voir avec le Venezuela, Cuba, la Russie, l'Ukraine, l'Iran, Israël, la Palestine ou la Chine. Je pense que cela concerne la politique intérieure. Et les insécurités que manifestent à la fois le président Trump et son secrétaire à la Défense, ils sont très incertains d'eux-mêmes et ils exigent un niveau d'obéissance et d'absence de critique qui est sans précédent. Et ici, je dirais simplement que vous savez, si vous dites « Eh bien, nous venons d'avoir un exemple dans la communauté du renseignement ». La communauté américaine du renseignement a produit de temps à autre des rapports sur des prévisions à long terme concernant l'évolution des affaires mondiales, et ceux-ci servent ensuite de base pour évaluer l'impact de différents scénarios et des politiques que les États-Unis pourraient adopter. Ceux-ci se sont révélés très très utiles. Dans les cas plus récents, ils sont même allés consulter des pays étrangers, y compris la Chine, la Russie et d'autres, pour obtenir leur vision de ce qui se passe dans le monde. Cela a donc été un exercice très utile. Tulsi Gabbard vient de l'annuler. Pourquoi? Parce que les prévisions concernant l'avenir portent sur des sujets comme le changement climatique, qui sont politiquement incorrects au sein de l'administration Trump, au point qu'il est interdit d'y réfléchir. En gros, on dit au gouvernement que la réalité à laquelle il doit s'adresser est celle qui se trouve dans la tête de Donald Trump, et non celle que l'on peut constater de ses propres yeux. C'est très dangereux. Je ne sais donc pas quels sont les projets de M. Hagel lors de cette réunion en Virginie, mais je crains que ce ne soit quelque chose du genre que j'ai évoqué, une sorte de serment d'allégeance politique intérieure. Dans le cas de l'Ukraine, Monsieur l'ambassadeur, nous avons eu des attaques de drones en Europe, au Danemark, ce qui est très étrange. Nous n'avons jamais vu cela auparavant, et cela montre à quel point la situation est fragile. Il pourrait y avoir une sorte d'opération sous fausse bannière. Cela pourrait se produire à Londres ou dans n'importe quel autre pays. Mais si l'on regarde Donald Trump, il a eu une rencontre avec Erdogan. Il essayait de dire que c'est un homme bien, qu'il est très puissant en Turquie. Mais la seule chose que nous avons avec lui, c'est qu'il doit arrêter d'acheter du pétrole russe. Pensez-vous que Donald Trump veuille vraiment mettre fin au conflit en Ukraine?
Avant de recueillir votre commentaire, voici ce que J.D. Vance a dit à propos du dernier état d'esprit de l'administration. About the latest mindset on the part of the administration. La réalité sur le terrain. Et la réalité sur le terrain, c'est que premièrement, nous avons mené des négociations de très bonne foi avec les Russes comme avec les Ukrainiens. Je crois que le président devient extrêmement impatient envers les Russes en ce moment parce qu'il estime qu'ils n'en font pas assez pour mettre fin à la guerre. C'est le premier point. Deuxièmement, le président est de plus en plus convaincu que cette guerre est néfaste pour la Russie. Et vous m'entendez le dire tout le temps. Vous entendez le président le dire tout le temps. La guerre est mauvaise pour la Russie, elle est mauvaise pour l'Ukraine, elle est mauvaise pour l'Amérique. Nous voulons que les tueries cessent. C'est toujours la position du président. Mais le président peut aussi regarder la réalité sur le terrain. Il voit les chiffres économiques qui proviennent d'Europe de l'Est. Il voit le nombre de morts, tant russes qu'ukrainiens, causés par cette guerre. Et le président dit à Vladimir Poutine qu'il est temps de mettre fin aux tueries. Il dirait la même chose à Zelensky. En fait, il l'a déjà dit à Zelensky. Il veut que cette guerre se termine et il fait tout ce qu'il peut pour l'arrêter. Si les Russes refusent de négocier de bonne foi, je pense que ce sera très très mauvais pour leur pays. C'est ce que le président a clairement indiqué. Ce n'est pas un changement de position, c'est une reconnaissance de la réalité sur le terrain. Nous allons continuer à nous battre pour la paix chaque jour au sein de l'administration Trump. Basically what's happened, I think, is En gros, ce qui s'est passé, à mon avis, c'est que Donald Trump a décidé qu'il ne pouvait pas mettre fin à cette guerre de la manière qu'il avait envisagée et qu'elle allait continuer. Il a laissé la situation aux Européens et il a maintenant déclaré publiquement que c'était une guerre européenne et que les États-Unis n'y participaient pas. Il a dit qu'il était possible pour l'Ukraine de récupérer tout le territoire qu'elle avait perdu, ce qui est absurde. Il prépare en fait les Européens à être tenus responsables de l'échec de l'Ukraine à reprendre ses territoires. Et je ne pense pas que, vous savez, parler d'arrêter les tueries et ainsi de suite soit suffisant, car les gens ont des objectifs dans les guerres. La guerre survient lorsque la diplomatie ne parvient pas à résoudre les problèmes et que les pays se sentent suffisamment menacés par une situation pour être prêts à prendre le risque que représente toujours la guerre. Et la Russie a fait ce choix. Cela a peut-être été une mauvaise décision au début de 2022, mais c'est une décision qui a été prise et qui a eu des conséquences et des coûts non seulement pour l'Ukraine, mais aussi pour la Russie. Et la Russie n'abandonnera pas tant qu'elle n'aura pas obtenu ce qu'elle cherchait à obtenir, ce qui, soit dit en passant, n'est pas la conquête de toute l'Ukraine. Il s'agit de protéger la population russophone contre la persécution. Il s'agit d'une Ukraine neutre qui n'abrite pas de forces étrangères hostiles à la Russie sur son territoire. Hostile to Russia on its territory, and it is also, if they can manage this, Et c'est aussi, s'ils y parviennent, une discussion plus large avec les Européens sur la paix en Europe. Et souvenez-vous de ma définition de la paix. Une situation suffisamment satisfaisante pour chacun, pour qu'aucun ne veuille prendre le risque de la bouleverser. Ce sont là les objectifs, et ils l'ont toujours été. Et ignorer ces facteurs ne mène nulle part. C'est pourquoi nous n'avons abouti à rien dans les discussions avec les Russes. Voilà donc mon interprétation de ce qui se passe. Je pense que J.D. Vance est un défenseur efficace du président. Il expose les arguments du président de manière très articulée, mais je ne pense pas que ces arguments aient beaucoup de poids. Nous avons eu le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent, qui a demandé aux Européens de mettre tout sur la table. Et cela signifie
littéralement détruire toute l'Europe à cause de la guerre en Ukraine. Mais le but final, semble-t-il, dans l'esprit de l'administration Trump, est de sacrifier l'Europe autant que possible pour exercer une pression. Et je ne sais pas qui va ressentir cette pression au final. Affaiblir l'Europe n'aide pas la situation en Ukraine. Mais ce que nous voyons à travers les politiques qu'ils mettent en place vis-à-vis du conflit en Ukraine, c'est que le résultat serait une Europe affaiblie, en quelque sorte détruite. Et qui va en bénéficier? Voici ce qu'a dit Scott Bessent, Monsieur l'ambassadeur, avant de recueillir votre commentaire. Here is what Scott Bessent said, Ambassador, before going to your comment. Mettre à l'épreuve les Européens et leur détermination doit se renforcer. Ils doivent tout mettre sur la table en matière de sanctions économiques. Comme je l'ai dit à mes homologues européens il y a environ 2 semaines, tout ce que j'entends de votre part, c'est que Poutine veut marcher sur Varsovie. La seule chose dont je sois certain, Poutine ne marchera pas sur Boston. Il ne marchera pas sur Boston. Mais cela dit, les Polonais sont de grands alliés. Avant même qu'on ne le leur demande, ils consacraient déjà 5% de leur PIB. L'économie polonaise est l'une des grandes réussites depuis la chute du mur. Lorsque le mur est tombé, les économies polonaises et ukrainiennes étaient de taille équivalente. Aujourd'hui, l'économie polonaise est 3 fois plus grande. Si l'économie ukrainienne était de la taille de l'économie polonaise, l'Ukraine financerait elle-même son effort de guerre en ce moment. Et je doute que Poutine serait intervenu. Interesting analysis. Well, it's very easy to put... Analyse intéressante. Eh bien, il est très facile de faire porter tous les coups aux Européens, ce que nous avons essentiellement fait. Je pense que M. Bessent ne tient pas compte du fait qu'avec la destruction de Nord Stream 2, nous avons déjà vidé l'économie allemande de sa substance. Les économies européennes en général sont désormais très stagnantes. Autrement dit, il existe un mécontentement généralisé en Europe, tout comme aux États-Unis, quant à la capacité des gouvernements à répondre à l'opinion populaire. Les dirigeants européens semblent continuer à faire ce qu'ils veulent, sans se soucier de la volonté des électeurs. On ne peut pas restaurer l'Europe avec une combinaison de politiques d'austérité économique et de réarmement. Cela ne produira pas une Europe prospère, toujours démocratique et stable. Je pense donc que tout cela est très égoïste de notre part. Les Russes n'ont de toute façon pas l'intention de marcher sur Varsovie et ne comptent pas le faire. Pourtant, c'est Boston. Donc, je pense que tout cela relève d'un raisonnement hypothétique. Cela n'a aucun sens. Et cela illustre une contradiction fondamentale dans la position européenne. D'un côté, ils disent que les Russes représentent une grande menace et pourraient marcher sur Paris, envahir l'Europe, etc. De l'autre, ils affirment que les Russes sont faibles et ne peuvent pas avancer en Ukraine. Eh bien, c'est l'un ou l'autre. Ce n'est pas les deux à la fois. Je pense donc qu'il y a toutes les raisons d'être sceptique face à cette vague d'incursions de drones. Vous avez utilisé le terme « faux drapeau ». Cela pourrait très bien être le cas. Je ne comprends pas quel intérêt les Russes auraient à organiser ce genre de choses. Cela me semble plutôt être quelque chose qui en réalité est mis en scène pour renforcer l'engagement européen dans la guerre en Ukraine. Et cette guerre ne tourne ni en faveur de l'Ukraine, ni en faveur des intérêts européens à long terme. Donc, encore une fois, nous sommes confrontés au fait que les Européens ont proposé diverses suggestions pour étendre la guerre, pour l'intensifier. Ils n'ont présenté aucune proposition de paix et n'ont pas reconnu la nécessité, à long terme, de discuter de l'architecture de la sécurité en Europe, afin qu'ils soient rassurés face à la Russie et que la Russie soit rassurée face à eux et aux États-Unis. Je ne suis donc pas très impressionné par cette déclaration de notre secrétaire au Trésor. Not very impressed by this statement by our Treasury Secretary. Vladimir Poutine a dit que si on demandait à l'Europe de se pendre, l'Europe répondrait « Si vous voulez nous pendre, il faudra utiliser une corde européenne ».
Je n'y crois pas. Unbelievable. Oh, well. Oh bon, Thank you so much. Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur. Voulez-vous ajouter quelque chose avant que nous concluions? For wrapping up. No, I just thank you for what you do because non. Je veux simplement vous remercier pour ce que vous faites, car il y a tellement de choses, en revenant au discours du président Trump à l'Assemblée générale de l'ONU. Nous vivons dans une bulle médiatique qui doit être percée, car elle ressemble de moins en moins à la réalité extérieure et de plus en plus à l'absorption de notre propre propagande, ce qui est très dangereux. Donc, merci. Yeah. So thank you. Great pleasure as always, Ambassador. Toujours un grand plaisir, Monsieur l'ambassadeur.